Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, c'est la première fois que je partage une vidéo comme ça avec vous. En fait, c'est une vidéo son, entre guillemets, que j'ai enregistrée lors du dernier voyage en Égypte. Oui, bonjour monsieur. Et en fait, c'était lors de la journée Abydos d'Endera qui nous fait traverser l'Égypte profonde pendant des heures et des heures. Et bien évidemment, parmi le groupe, eh bien, les langues se délient, on parle un petit peu de tout. Bon, c'est le cas évidemment pendant tout le voyage, du matin au soir, sur les sites, dans les restos, dans les cafés le soir, mais aussi lors des transports, parce que par exemple on va de Assouan à Luxor en bus, et puis la journée Abydos d'Endera, on l'a fait également en bus, et donc pendant ces longs trajets en car tous ensemble, eh bien, on parle. Tout n'a pas été utilisable de ce que j'ai enregistré, parce qu'il y a le bruit de fond, il y a le bruit du bus, etc., etc. Mais il y a quelques petits morceaux utilisables où on entend très bien ce que disent nos deux protagonistes. Et nos deux protagonistes dans cette vidéo, c'est la géologue et l'architecte qui faisaient partie du groupe. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser en leur compagnie avec ces petits morceaux choisis où ils vont aborder à la fois les fondations d'édifices, les géopolymères, la grosse question qui entoure les artefacts de Saqqara qu'on peut voir au musée du Caire et d'autres sujets qui vont fortement vous intéresser. Donc je leur laisse à présent la parole et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, ciao ciao. Bon ben non, mais je disais que les géopolymères, Tony me pose la question. Non mais je vais pas commencer par le gneiss tout de suite parce que ce que je voulais montrer, ouais, c'est des granulats, voilà, ouais. ça me gêne pas parce que les anses, elles sont rapportées, elles sont collées, donc ça me gêne pas. Encore que bon, les cristaux sont assez importants, mais tu vas comprendre après. Il faut que je retrouve. Tu me déconcentres là. Mais non, on n'est pas en direct. 6 millions de personnes qui se regardent. Que je retrouve la photo, voilà. Voilà, c'est ça qui me gêne. C'est que bon, on le voyait mieux au musée du Caire. Hein. En fait, tu vois le cristal, il fait partie de l'anse. Donc, si c'est moulé, enfin non, si c'est taillé, c'est pas possible. Parce que si tu te poses sur un tour à potier, enfin tu sais un tour, et que tu le tailles, tu peux pas tailler l'anse. Hein? Tu comprends? Mais là, et d'un autre côté, oui, non, je parle pas du trou comme ça. Je parle de, tu vois, le comme ça. Quand, bon, là j'ai pris. C'est quoi exactement un cristal? Ça c'est un cristal. Blanc, là. Ouais, voilà, il a un la cristal. Donc ça, si c'est moulé, c'est pas ce rendu là. Il aurait été, tu vois, on n'aurait pas l'angle ici parfait de la même manière que le reste. Donc là, ils ont sûrement passé un outil pour rendre. Si c'est un tournage. Si c'est un tournage, tu ne peux pas tourner les anses. Et si c'est un moulage, eh ben, les cristaux, tu peux pas les avoir comme ça. Oui, voilà. Regarde le petit détail là. Ça, c'est un outil qui est passé a posteriori. C'est pas, si tu veux, c'est pas la forme d'un moule parce que la pierre blanche, elle aurait pas cette forme là aussi. Ou alors c'était moulé avant et retravaillé après. Mais la forme blanche, elle serait droite là. Tu comprends? Non. Ça peut être ni taillé ni moulé. Soit elle est molle aussi, et ça c'est mou, et tout le monde prend la forme du moule, d'accord. Mais ça c'est beaucoup plus dur que ça par exemple, et du coup ça devrait être un grumeau qui serait rentré à l'intérieur de la matière, plutôt que de prendre la forme, si c'était plus dur. Tu comprends? Et comme par contre, si c'est taillé après, c'est parfait. Et comme tu as des... Tu retiens ça. Comme tu as des plans bien droits, ça peut pas être moulé non plus, enfin ça peut pas être ramolli parce que du coup tes cristaux ils seraient ramollis, tu comprends? Et en plus c'est super. Ils ont pris un bloc de roche, ils l'ont mis sur un tour, tu sais à potier là, un truc qui tourne, il tourne avec un, bon ils connaissaient pas le diamant, enfin bon on va supposer qu'ils connaissaient. Parce que la diorite c'est dur, hein. Il faut au moins du corindon ou du diamant. Et voilà, ils montent, ils font la forme, ils font le col, enfin il n'y a pas de souci quoi. Bon. Par contre, quand il y a des anses là sur le côté, comment tu fais? Bah, t'es emmerdé parce que. Tu peux pas les mettre après? Voilà. Alors il y a des moments, on peut dire ça a été collé. Attends, je t'avais montré. Non, là c'est pas collé. Pourquoi c'est pas collé? Parce qu'on voit les cristaux. Tu vois, là il y a un cristal. Là aussi, bon, c'est une photo internet, hein, mais enfin Philippe il a montré un truc, on voyait clairement que c'était
c'était des cristaux. Donc c'est pas collé. Là on est d'accord. Alors comment tu fais pour tourner? Bah tu peux pas quoi. Tu peux pas parce que tu es obligé au niveau du renflement, tu vois bien que l'épaisseur elle est plus grande au niveau des anses, donc pour tourner, bon c'est pas possible. Ça pour tourner, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais du coup pourquoi est-ce que Alors, ça marche pas non plus? Alors pourquoi mouler ça marche pas? Parce que tout simplement tu as des gros cristaux. Donc comme dans un béton, alors je crois que j'avais fait un petit schéma. En Russie, il y a un musée du son, je sais pas très bien où ça se trouve. Et à l'entrée de ce musée, tu as une espèce de gros socle sur lequel sont posées 3 énormes pierres avec un gros bouton, quoi, un peu ludique. Ah oui. Et les gens, ils arrivent, ils appuient sur le bouton et là, tu as un son très grave. Et les pierres, elles montent de 50 cm, les unes, comme ça, elles s'élèvent. Tu coupes le son, elles retombent. Rien qu'avec une impulsion, on va dire sonore, ça fait bouger les pierres. Voilà, on sait que la puissance du son peut te permettre de déplacer des éléments. C'est une vibration que ça engendre. Ouais, c'est bon, ça monte quoi. Ça monte, moi ça m'a. Sur la table de nuit qui vibre, celui qui se casse la gueule de la table de nuit. Oui, mais en plus fort quoi. Oui, plus bien fort. sûr, évidemment. C'est plus grosse charge. Ils avaient plein de petites techniques comme ça, par exemple aussi pour les tremblements de terre, l'histoire de mettre les petites pierres au-dessous des grosses, c'est le coup de la nappe là. Tu enlèves une couche, mais la nappe du dessus elle reste. Les assiettes elles restent sur la table quand tu as enlevé la nappe, tu vois, c'est le même principe. C'est ce que nous disait dans ces films là. Donc à mon avis, la piste du son, elle est à étudier. Hein. Si le coffre était ouvert d'origine et que tu as vu comme ça s'amplifie, tu as à peine murmuré dans la pièce, on avait l'impression qu'il y avait 15 personnes qui chantaient. Si c'est des prêtres super entraînés qui y sont allés à fond, bam, ça va peut-être péter, hein, comme un chercheur, professeur Tournesol. Parce que je crois qu'on a besoin de chanter à l'intérieur de la chambre. Bah, on sait déjà que le son casse un verre en cristal, alors qu'on est des gros amateurs. La cantatrice là qui fait péter le verre, oui, mais imagine des gens super entraînés depuis des années dans une salle qui est faite pour ça. Il peut y avoir des effets très puissants. Une vibration, quelque chose de naturel plutôt qu'y aller pour chanter. Ouais, moi je vois pas l'intervention humaine. Je pense qu'ils amplifient quelque chose de naturel. Technique par l'objet en lui-même, tu vois, avec le champ électromagnétique. Par de l'eau, quelque chose. Parce que si mais alors, une pyramide, pourquoi il y aurait une pyramide autour? C'est vrai qu'ils ont dû se contenter de faire comme dans le Sérapéum, tu vois. Voilà, tu peux faire un truc souterrain avec la même disposition de chambre, les mêmes mesures. T'as pas besoin d'avoir une pyramide avec 2 200 000 blocs. Surtout une pyramide à 8 faces. Non, il y a un truc en rapport avec l'énergie cosmique ou je sais pas quoi, ou ce que Tesla a étudié. Ouais, le métal qu'ils mettent, c'est l'électrum, c'est peut-être une piste hein, sur leur pyramidion là. On en a la preuve. Bah, ils le disent tous, hein. C'est sur les obélisques et bah, il nous a même donné le rapport de Electrum, 20% d'argent et 80% d'or ou je sais plus. Hein. Bon bref, non, un métal qui conduit très bien l'électricité comme son nom l'indique. La forme pyramidale doit avoir un rapport avec... Imagine, tu captes en haut, t'as 8 faces avec un fil d'électrum, tu sais dans la rainure là, et qui rentre à l'intérieur, bah voilà. J'ai entendu dire aussi qu'il c'était un appareil à transformer la foudre en foudre-boule. Tu sais, comme dans Tintin, les 7 boules de cristal, là. Et le coffre serait peut-être une protection pour un... Mais cette chambre du roi, elle est acoustique, on sait qu'il y a de l'électricité, on sait que c'était un bâtiment qui pouvait avoir les pieds dans l'eau, qui était en liaison avec la nappe phréatique, sans doute, grâce à ces tunnels, là, et qui descendent très profond. Bon, ben voilà, ça nous fait plein de pistes, hein. Pour les fondations d'un bâtiment, particulièrement lourd en pierre comme ça, tout dépend de savoir où est le bon sol. Parce que ce qu'ils vont chercher, c'est le sol. Voilà. Donc là, on est proche du fleuve. Si c'est sur des marnes, normalement, tu vas chercher profond. Et en architecture moderne, pour avoir une bonne fondation, des fois, on descend à 20 mètres. Ou alors, on est sur micro-pieux en bois. Quand ils sont dans l'eau, ils sont imputrescibles. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas ici. Donc ils sont sûrement allés fonder très profond. Donc il doit y avoir autant de monolithes sous le sol qu'on en voit en tout cas dans cet angle pour que ça reste stable longtemps. Voilà. Ou alors c'est un radier, mais un radier c'est une espèce de fondation comme un espèce de gros plancher.
très épais. Et quand il y a de l'eau, le radier il pousse, l'eau elle part sur les côtés. Mais ça voudrait dire une dalle étanche. Une dalle étanche, c'est des bétons. Nous, on ne sait pas faire des radiers autrement qu'en béton pour l'instant. Les Romains, ils faisaient des fascines en bois, ils faisaient tout un tas de trucs. Et ils arrivaient à faire des murs très solides, mais c'était composite. Il y avait à la fois du lourd et du léger pour ancrer. Voilà. Donc là, si ce bloc-là, qui fait à la fois escalier, tablette, reposoir, plus soubassement d'un mur qui doit peser des tonnes, il doit être fondé très profondément. Voilà les fondations. Dans les Landes, on a des maisons sans fondation, mais c'est du sable tassé. Donc sur du sable tassé, ça bouge plus. Et les maisons n'ont pas de fondation, c'est des murs par contre très épais, de 70 à 1 mètre de large. En cailloux de rivière, en ce que tu veux, en pierre calcaire avec plein de coquillages dedans. Et il n'y a pas de fondation, c'est assez rare. Mais sinon, quand tu fais quelque chose de lourd, ça a tendance à... Hein? Non, mais c'est la ferme traditionnelle, donc je te parle là, du 18e siècle. Par contre, nous, quand on a un mur très lourd, ça a tendance à poinçonner à un endroit, surtout dans les angles. Et là, il faut mettre une vraie fondation pour que ça retienne le bâtiment. Sinon, si ton mur il est décalé, ça va tout fendiller et ça va tout se casser la gueule au bout de quelques années. Tu as montré là, et tout, les 6 épaisseurs. Les cailloux, alors on va imaginer là que c'est des cristaux. Hein, le béton, c'est pas des cristaux, mais enfin bon, c'est pareil. Tu as des gros éléments et le liant, il est liquide, fin, c'est ce qu'on appelle le ciment. Bon, tu coules ça dans un coffrage. On va dire que c'est un géopolymère, tu le coules dans un coffrage. Bah, les gros éléments, ils sont bloqués par le coffrage. Et puis le liant qui est très fin, il passe autour. Et quand tu enlèves ton coffrage, bah, qu'est-ce que tu vois? Tu les vois pas. Tu vois du liant. Tu vois que le liant, c'est-à-dire du ciment. Bon, effectivement, si tu reuses après, tu vas voir que c'est des gros trucs. Mais sinon, a priori, surtout pour une forme galbée comme ça, tu peux pas voir les cristaux comme tu les vois là, quoi. Je veux dire, là, c'est clairement des cristaux qui ont été taillés. Dans l'hypothèse où ils auraient pu ramollir... Alors, vous savez qu'il y a une théorie, la dérive des continents, qui dit que des plaques, qu'elles soient océaniques ou continentales, hein, donc ça se déplace, puis il arrive un moment, elles arrivent en collision. Alors la collision, qu'est-ce qu'elles font? Il y a des chevauchements, elles se montent l'une sur l'autre, et puis bon, ça grossit à l'endroit où il y a la collision. C'est ce qu'on appelle l'orogénèse, c'est la formation d'une montagne. Et puis en dessous, avec ces masses et ce poids énorme qu'il y a au-dessus, ça commence à être des pressions terribles, une température terrible. Donc tu passes par le métamorphisme, hein, tout ça, puis à la fin, tu obtiens une fusion pratiquement. C'est-à-dire que la roche devient de plus en plus visqueuse, elle se recompose et elle arrive toujours au final à la composition du granit. Donc tu as une sorte de massif, un pluton, on appelle ça un pluton, c'est une chambre magmatique c'est de la roche très visqueuse, et ensuite, une fois que les pressions sont moindres, quand ça s'arrête, ça refroidit, et donc elle va cristalliser. Mais alors, la cristallisation, ça s'étale sur, enfin, j'en sais rien, mais c'est des millions d'années, quoi. Une montagne, quand elle refroidit, bon, bah, t'as du granit au cœur de la montagne. Et pourquoi nous, on voit du granit là à Souhan? Tout simplement parce que la montagne, elle s'est fait éroder par la suite. Et donc, au bout d'un certain niveau d'érosion, au début, tu as les roches métamorphiques, puis à la fin, bah, tu as le granit, quoi. Et donc, le granit, c'est toujours la même composition, plus ou moins. Souvent 2 fois ou 3 fois la hauteur de la montagne. Ah bah, c'est des massifs granitiques gigantesques. Et les arènes granitiques, tu sais, qui permettent de former des boules, bah, c'est tout simplement que, en refroidissant, cet énorme massif un peu rond, là, le pluton, en fait, il va se rétracter, parce qu'en refroidissant, il prend moins de place. Donc il y a des fissures radiales et concentriques en même temps, donc ça te le découpe en cubes, enfin globalement en gros cubes, et tu as l'eau qui va s'infiltrer dans ces diaclases ou failles ou fissures, enfin bon, tout ça, et l'eau, elle va hydrolyser certains composants du granit, tout ce qui est feldspath, elle le transforme et ça pourrit, et du coup les angles ils vont s'éroder et ça va faire un peu des boules.
C'est tout simplement parce que c'est cette forme de cassure radiale et concentrique qui fait que ça donne des boules. Et donc tu as des énormes boules qui apparaissent, mais c'est déjà en dessous qu'elles se forment, hein. C'est pas en surface. Et les chaussées des géants hexagonales là. Ah ben ça c'est autre chose, c'est des laves. C'est des laves. C'est le basalte. Le basalte, lui, quand il se rétracte, ça fait des orgues basaltiques. Ça, on en Voilà. a aussi beaucoup dans certaines cascades en Islande. T'as des... Ouais, mais ça c'est volcanique. Ouais. Tandis que là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment une montagne qui s'est formée et c'est la base de la montagne. Et tu vas dans les Alpes, c'est pareil, tu as du granit. Tu vas en Bretagne, tu as du granit. C'est toujours pareil.